des DRH des grandes collectivités territoriales. C'est important pour nous cette journée d'études. On y reviendra tout au long des différentes séquences. Je remercie l'ensemble des participants et des participantes. C'est un nouveau format pour nous, complètement digitalisé. Nous allons faire en sorte que la dynamique soit au rendez-vous durant toute la journée, et pour ça, ça va être aussi grâce à vous. Merci aux partenaires, à nos partenaires qui ont contribué à l'organisation de cette journée, qui vont partager d'ailleurs leurs expériences et leurs réalisations lors d'interventions, de vidéos et également d'études. Donc merci à Edenred, GMF, la CASDEN, Microsoft et MNT qui soutiennent notre démarche. Alors grâce à eux, et ils nous permettent d'être ensemble aujourd'hui, notamment à travers de la voix de leur DRH, vous verrez, et ils vont aussi nous inspirer. Alors je remercie aussi spécialement Aline Ridé, qui est vice-présidente de l'association, que vous verrez bientôt, et Anne Grillon pour la conception de cette journée. Et en coulisses, le soutien technique de Jean-François Heurtin et de ses collaborateurs. Alors, en quelques secondes, je vais revenir sur la raison de cette journée. Vous savez que l'association des DRH des grandes collectivités travaille depuis longtemps sur les questions d'égalité, sur le terrain de l'égalité. À l'origine, d'ailleurs, la journée devait comporter le terme d'égalité. Et puis, nous avons, avec les conceptrices, fait évoluer le titre, et nous nous sommes arrêtés sur le terme d'inclusion. Alors, pas pour renier le concept d'égalité, ça c'est important pour moi, puisque c'est vraiment un concept aux fondations du service public et donc également de la fonction publique, mais en pensant que l'inclusion doit nous aider à construire une fonction publique à l'image de la société française. Donc ce choix du mot, c'est pas parce qu'il est tendance, on y reviendra, il est parfois tendance dans le management et les RH, c'est un choix qui est fait pour envoyer un message d'espoir. Ce mot, il est là aussi pour ouvrir les débats, parce que je pense qu'il peut susciter des controverses, et ça nous intéresse. Au sein de l'association, il doit pouvoir aussi vous aider, vous, moi, nous, à conforter, à ajuster notre point de vue sur le sujet. Donc, nous allons avoir la chance tout au long de cette journée d'avoir des chercheurs, enseignants, des professionnels RH, des acteurs de la diversité, de l'égalité, de l'inclusion. Donc, merci par avance à tous les intervenants et intervenantes et aux personnes qui ont préparé et qui vont animer les différentes séquences. Jean-François Amadieu, qui est professeur à l'université Paris 1, fera une conférence introductive, j'y reviendrai par la suite. Mais avant cette conférence, nous avons l'honneur d'accueillir Madame Georges Paul-Langevin, qui est adjointe à la défenseure des droits Claire Hédon. Madame la ministre, vous êtes chargée de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité. Vous êtes avocate, vous avez été députée de Paris, occupée des fonctions de ministre, ministre déléguée à la réussite éducative de 2012 à 2014, ministre des Outre-mer de 2014 à 2016. Vous avez également présidé le mouvement contre le racisme et l'amitié entre les peuples, le MRAP, et vous avez piloté plusieurs travaux relatifs à la lutte contre les discriminations, notamment le rapport législatif qui était lié aux discriminations liées à l'origine. Lorsque nous avons conçu cette journée, nous avons sollicité l'institution, le défenseur des droits, pour accueillir cette journée. À l'origine, elle était prévue l'année dernière, avant le printemps, qu'on soit accueillis dans vos murs. Alors, c'est ce que vous faites en fait aujourd'hui virtuellement, et je vous en remercie. Nous n'envisagions pas cette journée sans
sans vous, sans la parole du défenseur des droits. Merci beaucoup d'avoir accepté. Les travaux du défenseur des droits nous inspirent en tant que DRH dans notre quotidien. Ils nous aident aussi au travers des différentes recommandations qui sont ancrées dans la réalité, dans le réel, à avancer. Donc c'est un double plaisir pour la présence de l'institution et puis pour vous, Madame la Ministre, avec votre parcours, votre engagement. Merci beaucoup d'être aujourd'hui avec nous. Alors pour ouvrir votre intervention, je vais me risquer à une question, à commencer par une question personnelle. Comme je l'ai dit, vous avez exercé des fonctions multiples d'élus locales, des mandats de députés, ministres, et vous avez toujours été engagé dans la lutte contre les discriminations. Dans vos nouvelles fonctions d'adjointe à la défenseur des droits depuis novembre 2020, est-ce que votre point de vue sur ces enjeux a évolué ? Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation et merci pour la présentation extrêmement sympathique que vous avez faite de mon parcours. Je suis évidemment tout à fait intéressée par ces sujets-là et très honorée à mon tour d'intervenir devant l'Assemblée de DRH. J'ai eu l'occasion, puisque vous avez rappelé des fonctions antérieures, de travailler pas mal avec les DRH, notamment lorsque je me suis occupée de réussite éducative et un certain nombre de fonctions. Je suis consciente du poids que ce type de métier a pour notre société. Parce que selon que les DRH s'investissent plus ou moins dans cette question, ces enjeux d'égalité et d'inclusion, il me semble que le monde du travail sera tout à fait différent et évidemment notre société tout entière sera différente. Donc vous parlez ce matin est pour moi quelque chose de tout à fait essentiel. Donc depuis que je suis arrivée dans cette belle maison qui est celle du défenseur des droits, je dois dire que je suis à la fois séduite par la qualité des travaux qui s'y font. Et en même temps, nous sommes conscients de ce que c'est une structure qui a une autorité morale indiscutable, mais qui peut-être a plus de mal à ancrer ses recommandations dans la réalité. Vous savez que donc sur la partie qui me concerne, nous intervenons sur ce qui concerne la discrimination, qui est une notion juridique assez précise. Il y a donc la discrimination directe, et c'est celle à laquelle on pense le plus souvent, qui est de dire je ne vais pas louer cet appartement à cette personne parce qu'elle est d'une origine qui ne me convient pas, ou je ne vais pas prendre ce stagiaire parce qu'il est d'un quartier qui est à mauvaise réputation, je ne vais pas prendre tel ou tel employé parce que avec son handicap, il n'arrivera pas à être performant. Et par conséquent, là, on a exprimé clairement une exclusion à l'égard d'une personne. Mais nous avons aussi la discrimination indirecte où on pose une règle. Par exemple, dans une entreprise, on dira qu'on donnera une prime à ceux qui travaillent uniquement à temps complet. Et on ne se rend pas compte ou on ne fait pas attention à ce qu'une règle qui a l'air objective, finalement, peut être discriminante pour tel ou tel type de salariés. Par exemple, si vous mettez la prime que pour les gens qui travaillent à temps complet, eh bien, les femmes qui travaillent souvent en temps partiel risquent d'être désavantagées. Donc, même si vous ne l'avez pas recherché, à l'arrivée, vous avez fait une règle, ou vous appliquez une règle qui s'avère défavorable pour telle ou telle personne en raison de son sexe, ou de son origine ou de son handicap. Nous intervenons aussi pour ce qui concerne le harcèlement discriminatoire. Et là, c'est la loi qui a assimilé le harcèlement discriminatoire à la discrimination. Et là-dessus, je dois dire que nous sommes dans une situation un peu particulière puisque nous pouvons intervenir pour harcèlement discriminatoire, harcèlement sexuel, qui est assimilé à une discrimination, mais nous n'intervenons pas, par exemple, quand il y a harcèlement tout court d'un cadre
qui est trop exigeant par rapport à ces équipes. Donc, il faut bien délimiter déjà les cas dans lesquels nous pouvons intervenir. Et nous avons aussi les personnes qui sont sanctionnées pour avoir dénoncé une discrimination. Donc, c'est un peu ce que nous appelons parfois les lanceurs d'alerte. Donc, vous pouvez, pour pouvoir saisir le défenseur des droits, écrire directement et sans écrire à ici au siège, soit par mail ou par formulaire que vous avez trouvé sur le site, mais vous pouvez aussi vous adresser à l'un des 500 délégués du défenseur des droits, qui sont des personnes physiques, donc qui sont investies sur les quartiers, dans les villes, et qui tiennent des permanences dans beaucoup donc de lieux dans tout le territoire national. Je crois que nous avons à peu près 550 délégués et 800 en permanence. Et comme cela, vous pouvez vous adresser directement à une personne physique. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué puisque nous avons malheureusement la question du Covid qui nous contrarie un peu pour les contacts physiques, mais le défenseur donc peut être rejoint assez largement sur le territoire et notamment non seulement dans l'Hexagone, mais aussi en Outre-mer. Alors, nous avons dans une période récente eu une nouvelle manière de nous saisir, c'est le cas d'une plateforme anti-discrimination qui a été lancée récemment chez nous au mois de février, et cela à la demande du gouvernement, puisqu'ils ont souhaité redonner un peu un coup de projecteur sur la question de la lutte contre la discrimination. Nous savons que dans notre pays, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes des quartiers populaires, beaucoup de personnes qui sont victimes de tel ou tel handicap, eh bien, se sentent qu'ils n'ont pas l'égalité de chance. Vous avez parlé récemment de ce que, au démarrage, vous souhaitiez appeler cette journée d'études, enfin, mentionner l'égalité. Et je crois que vous avez raison, puisque l'égalité est évidemment la contrepartie de la discrimination. Et bien évidemment, lorsque on se bat pour l'égalité, d'une certaine façon, on se bat aussi contre les discriminations. Donc aujourd'hui, considérant que notre société n'était pas assez armée, on a tenté ce nouvel outil qui est la plateforme et le site internet et la possibilité d'appeler toute la journée un numéro dédié, 3928, permettant à la personne qui se sent victime de pouvoir exposer son cas à un juriste qui l'écoute, qui la conseille. Et depuis que nous avons ouvert cette plateforme, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens, il y a eu 11 000 contacts de gens qui souhaitent s'exprimer sur ce qu'ils ont vécu et qui leur semble une expérience désagréable. Donc aujourd'hui, nous avons donc d'une part cette plateforme qui est une sorte de premier niveau de contact. Ensuite, le dossier peut être examiné par les juristes. Nous avons vraiment une grosse équipe de juristes ici au Défenseur des droits qui peuvent analyser les situations et expliquer en quoi tel ou tel comportement peut être analysé comme une discrimination. Donc ensuite de cette manière d'intervenir, le Défenseur des droits peut aussi faire des contributions à l'espèce au rapport de la DG qui s'occupe de la fonction publique. Et par conséquent, chaque année, tous les 2 ans, puisque c'est biennal, nous pouvons évaluer un petit peu la situation dans la fonction publique. Nous avons produit aussi des fiches réflexes sur les conduites à tenir en cas de harcèlement, et nous avons un partenariat avec le CNFPT pour la formation des agents à la lutte contre les discriminations. Donc, ce que nous pouvons tirer de tout cela, c'est qu'il y a une importance non négligeable des discriminations dans notre pays, même si on ne s'en rend pas toujours compte. Et nous pouvons, à partir de tout cela, nous rendre compte que dans la fonction publique, ce qui est contre-intuitif, puisqu'on a souvent l'impression que la fonction publique, de par les modes de recrutement, de par les modes d'avancement, est un petit peu exempte de la discrimination. Et en fait, on se rend compte qu'il y a quand même, d'une part, dans les équipes, il y a encore des propos qui sont stigmatisants ou discriminatoires, et que, par ailleurs, eh bien, on s'aperçoit qu'on a dans les équipes, dans notre travail, on a à la fois des préjugés,
et stéréotypes. Il y a des situations de dévalorisation au travail, où on vous donne des tâches qui sont répétitives, humiliantes, qui sont ingrates. On ridiculise votre travail. Il y a donc des propos stigmatisants. Et enfin, il y a justement cette espèce de harcèlement discriminatoire qui est vécu quasiment par un quart de la population. On voit bien que ces expériences répétées, on le voit dans notre 13e édition du baromètre des discriminations, on s'aperçoit que c'est une expérience qui peut non seulement évidemment gâcher les conditions de vie au travail de certains nombres de salariés, mais ça a aussi des répercussions sur leur vie personnelle, puisque bien évidemment, ce sentiment de dévalorisation, de ne pas être capable de faire les choses, peut non seulement altérer leur bien-être au travail, leur bien-être psychologique, mais même aussi altérer les relations familiales. C'est ce que nous avons mis en évidence avec ce 13e baromètre. Et donc, on s'aperçoit avec cette édition que 23% des personnes actives, c'est pas mal, c'est-à-dire un quart, estiment avoir vécu une discrimination ou un harcèlement discriminatoire. Les principaux critères invoqués pour ce harcèlement sont l'apparence physique. Donc, dans l'apparence physique, on pense qu'on peut mettre aussi évidemment l'origine ethnique, le sexe et l'état de santé. Et on s'aperçoit que 42% des personnes actives, c'est-à-dire beaucoup plus que précédemment, déclarent avoir été témoins de discrimination et que les victimes sont plus nombreuses aujourd'hui à entamer des démarches que précédemment par rapport à 2012. Donc, ceci démontre que les entreprises doivent s'engager pleinement dans cette lutte contre les discriminations parce que ça fait partie, si vous voulez, de la manière d'être bien ou pas au travail. Merci Madame la Ministre. Je reviens sur le baromètre, juste pour dire que ce baromètre est en ligne, directement accessible sur le site du Défenseur des droits. On le mettra aussi en lien suite à cette journée. Dans ce baromètre que je vous invite tous et toutes à consulter, on voit aussi des éléments sur la fonction publique. Donc, c'est intéressant d'ailleurs alors de voir que les tendances générales sont générales public-privé, mais qu'il y a parfois aussi quelques différences. Je pense notamment à un chiffre qui est de mémoire que les salariés, donc les agents, se tournent un peu plus facilement vers leur direction dans le secteur public quand ils ont été témoins de discrimination. Vous avez aussi, enfin votre institution, à cœur de formuler des préconisations aux employeurs qui sont, comme vous l'avez rappelé, ancrés dans la réalité. Pour nous, ce dialogue avec vous, il est aussi important parce que dans le quotidien, le défenseur des droits, c'est d'abord en général des saisines d'agents directement, enfin en direction de l'institution, et donc ensuite le petit papier potentiellement qu'on peut recevoir de l'agent qui dit j'ai saisi le défenseur. Là, on est aussi dans un dialogue entre représentants, entre guillemets, des employeurs, RH, et vous, justement, vous avez formulé des préconisations pour les employeurs publics. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce sujet ? Oui, alors c'est vrai que nous sommes saisis, je voulais signaler déjà que nous sommes saisis donc directement par les personnes concernées ou par les témoins. Et curieusement, nous avons beaucoup de dossiers en matière de fonction publique d'État, notamment sur le handicap, l'état de santé. Et dans la fonction publique territoriale, nous avons moins de dossiers handicap, mais beaucoup de choses sur la discrimination syndicale, puisque là, et également sur l'origine. Et curieusement, sur la fonction publique hospitalière, on a peu de dossiers et peut-être surtout des réclamations sur état de grossesse et discrimination. Donc c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on voit bien que dans la fonction publique hospitalière, d'une part en ce moment, ils sont mis à rude épreuve, les pauvres, mais sans doute aussi, il y a beaucoup moins de plaintes sur les questions de discrimination en raison de l'origine. Alors dans nos recommandations, nous avons d'abord, on rappelle
aux collectivités qu'elles doivent intervenir. Elles doivent intervenir et elles doivent, même si elles ne sont pas saisies de cas particuliers, puisque à la limite, je pourrais vous donner quelques exemples de gens qui nous saisissent, mais il faut qu'elles-mêmes vérifient si leur processus de recrutement ou ce qui se passe dans les services est correct. Parce que très souvent, on l'a dit, les gens qui se sentent victimes de discrimination ne portent pas forcément plainte, ne vont pas peut-être alerter leur hiérarchie, mais il nous appartient déjà à la structure, à la collectivité, surtout si vous êtes de grosses collectivités, il vous appartient de vérifier que les procédures de recrutement sont correctes et que dans les services, les choses se passent correctement. Donc, il faut essayer de mesurer la situation au sein des organisations. Et il y a un certain nombre de procédures pour pouvoir faire du recrutement sans discriminer. Il y a des petites brochures qu'on trouve facilement sur notre site et que nous avons éditées justement pour permettre aux DRH, aux entreprises, de faire un peu le point sur ce qui se passe chez elles. Ensuite, on a beaucoup dit, et je me souviens qu'il y a quelques années, j'avais lu ce qu'avait dit le professeur Amadieu sur le sujet. On a beaucoup dit qu'on ne pouvait pas mesurer les discriminations, notamment en raison de l'origine. Et c'est vrai que dans notre pays, on ne fera pas de statistiques ethniques là-dessus, la chose est entendue, mais on peut peut-être faire des enquêtes quand même en regardant justement par rapport aux gens qu'on a recrutés. Est-ce que dans l'entreprise, la consonance des noms, par exemple, notamment si dans l'encadrement, la consonance des noms vous montre que vous n'avez pas trop de diversité, je pense que l'entreprise doit se poser une question, de savoir si son personnel et notamment son encadrement est à l'image de la société dans laquelle ils sont. Ça vaut la peine de se poser la question parce que même si, encore une fois, on ne se rend pas compte qu'on discrimine, il est possible que dans le processus de recrutement ou le processus de promotion, eh bien, on ait des biais qui sont souvent dus à un certain nombre de stéréotypes, même s'ils sont inconscients. De la même manière, il faut aussi faire des études pour savoir où on en est à l'égard du harcèlement. Parce que souvent, la plupart des femmes ne vont pas se plaindre. On s'aperçoit même dans les cas que nous avons eus que l'institution a proposé à une femme qui se plaignait de harcèlement d'être déplacée. Et au fond, ce n'est pas la manière qui est appropriée, puisque au fond, c'est la victime qui est sanctionnée lorsqu'on la déplace. Donc tout ça, il faut regarder les choses un peu tranquillement dans l'entreprise pour voir où on en est à l'égard des discriminations. Il faut ensuite, évidemment, faire un plan d'action. Pour l'instant, on n'a pas suffisamment de plans structurés de lutte contre les discriminations et notamment, encore une fois, les discriminations qui soient pour l'origine. Vous savez, l'histoire des blagues à la machine à café, eh bien, il faut bien comprendre que ça, c'est pas drôle, en fait. Et que trop souvent, on prend l'habitude de faire ce genre de blagues et petit à petit, ça induit des comportements discriminatoires. Nous avons eu le cas comme ça de quelqu'un qui travaillait à Voies navigables de France, qui faisait passer, vous savez, les bateaux, et qui, durant des années, a encaissé des propos racistes, des blagues racistes ou des trucs du style « c'est pas noir qui va faire la loi », alors que bon, son métier, c'est quand même d'aider les bateaux à passer l'écluse. Et par conséquent, ça a été jusqu'au moment où finalement, il a craqué et il est tombé en dépression. Et par conséquent, il faut que dans l'entreprise, on explique aux uns et aux autres que les blagues sexistes, les blagues racistes, eh bien ça, aujourd'hui, c'est périmé, ça n'a pas lieu d'être dans une entreprise moderne. Et donc, il faut former évidemment le personnel, il faut former les délégués du personnel qui parfois eux-mêmes ne sont pas totalement forcément sensibilisés à cela, et notamment rappeler, et ça c'est important, que les comités d'hygiène et de sécurité sont aptes à intervenir là-dessus. Parce que dans le harcèlement sexuel ou les propos discriminatoires vont à l'encontre du bien-être au travail, de l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur. Et par conséquent, si l'employeur ne fait pas
son rôle en la matière. Si le comité d'hygiène et de sécurité n'est pas attentif à cela, eh bien, il y a dans l'entreprise une atmosphère qui peut être une atmosphère perçue par hostile par un certain nombre de salariés, et par conséquent, ce n'est pas bon pour les salariés, bien entendu, mais ce n'est pas bon pour l'entreprise non plus. Autre chose qui nous semble aussi assez important, c'est que l'employeur a donc l'obligation de protéger les victimes et d'assurer une sanction effective des discriminations et du harcèlement discriminatoire. Donc, rappelez, et là, je pense que ça aussi, c'est quelque chose d'important, rappelez que lorsque un salarié se plaint, soit de harcèlement, soit de discrimination, l'employeur, parfois, a le réflexe de dire, eh bien, puisque c'est pénal, il va y avoir une plainte, eh bien, on attendra que la justice se saisisse ou que la justice rende son avis. Et cela, nous ne sommes pas du tout d'accord avec cette manière de voir les choses, parce que l'employeur a un pouvoir disciplinaire qui est distinct du pouvoir pénal. Et par conséquent, il doit faire sa propre enquête. Et à la limite, pour ce genre de choses, rappelez que pour les enquêtes, le défenseur des droits, évidemment, a lui aussi des pouvoirs d'enquête et peut intervenir. Et lorsque l'enquête faite par l'employeur démontre qu'il y a eu des faits qui sont contraires à la bonne marche de l'entreprise et à le respect qui doit exister entre les salariés et la dignité de tous les salariés, eh bien, l'employeur a l'obligation de faire une procédure disciplinaire sans attendre les résultats d'une enquête pénale ou d'une condamnation pénale. Bon, trop souvent, on croit qu'on doit attendre que les faits soient établis par une enquête pénale, et ce n'est pas exact. Il faut rappeler aussi qu'en matière de droit du travail, il y a une présomption qui facilite la tâche du réclamant, puisque lorsque le salarié a avancé un certain nombre de faits qui démontrent qu'il a été victime soit d'une avance de promotion discriminatoire, soit de comportements discriminatoires au travail, eh bien, à partir du moment où il a avancé un certain nombre de faits qui montrent que les choses sont probables, ensuite, il bénéficie d'une présomption. Et par conséquent, l'employeur doit faire assez attention parce que la présomption peut jouer à l'encontre de la personne mise en cause et par suite de l'employeur s'il n'a rien fait pour protéger son salarié. Je crois que ça, c'est assez important parce qu'il faut bien se dire qu'une fois qu'on est informé, eh bien, on ne peut pas ne rien faire. On est amené à protéger les agents qui sont victimes de ce genre de choses. Et ça, c'est tout à fait indépendant des procédures pénales. Voilà l'essentiel de ce que je voulais rappeler. Merci, Madame la Ministre. Nous sommes, en tout cas pour nous, au sein de l'association, tout à fait en phase avec les recommandations que vous formulez. Libérer la parole, former, sensibiliser, protéger aussi les agents et puis la place de la mesure aussi. Ça, c'est un point important qu'on va retrouver tout au long de la journée. Les adhérents sont d'ailleurs en train de travailler en groupe de travail ces dernières semaines sur un kit sur le déploiement des dispositifs de signalement en matière d'agissement sexiste et sexuel. Donc, vous voyez, on est en plein dans ces sujets et ce qui sera accessible d'ici quelques semaines. Alors, c'est très frustrant parce que il y a plein de choses qu'on pourrait se dire et puis on pourrait discuter très longtemps, mais seulement le déroulé est très cadré. Du coup, il va falloir que cet échange s'arrête maintenant. Je vous remercie beaucoup, Madame la Ministre. J'espère, là, c'est la première occasion que nous avons ensemble de discuter entre les RH et vous, qu'on pourra trouver une façon de coopérer à l'avenir. Merci beaucoup. Je rappelle que les différentes productions du Défenseur des droits citées par Madame la Ministre sont accessibles sur le site Internet. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci à vous et je vais continuer à écouter vos débats parce que je crois que c'est un sujet qui est extrêmement important. Merci beaucoup. Nous en sommes honorés.
Merci.